Une fois n'est pas coutume, ça n'est pas un ancien qui vient se raconter dans Rugby Brut, mais un futur. Du haut de ses 23 ans, Daniel Bibibiziou n'est qu'à l'aube de sa carrière. Pourtant, il a déjà disputé près de 70 matchs en top 14. C'est impressionnant pour un jeune pilier. Mature, posé, Daniel revient sur son départ de Clermont, sur ses objectifs, sur la vie de vestiaire, sur le management, enfin bref, tout ce qui fait le quotidien d'un joueur de rugby professionnel. Désormais à la section, il est comme son équipe bernaise, à la fois ambitieux et super attachant. Sans plus attendre, voilà le rugby brut de Daniel Bibibiziou, un garçon plein d'avenir. Bonne écoute à tous. Salut Daniel. Salut, ça va? Écoute, ça va. Je suis ravi de te recevoir dans ce podcast et puis je suis surtout très impatient d'aborder des problématiques un peu nouvelles qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer avec des anciens joueurs. Évidemment, je les remercie tous hein, et ça me fait plaisir de les avoir. Mais on va faire un exercice un peu différent avec toi puisque tu es en activité. Aujourd'hui, tu es joueur de la section paloise, tu évolues au poste de pilier gauche. Mais avant d'évoquer la section, on va repartir dans le passé, on va remonter le temps ensemble. Euh, Déjà, tu es de région parisienne, tu es né dans le 91, du côté de Viry-Châtillon. Ouais, donc, bon, moi, je suis originaire du 91, plus précisément de Morsan-sur-Orge. Ouais. Et puis voilà, le rugby a commencé à Viry-Châtillon, à l'ESV, école de rugby où a joué Djibril Kamara et Ibrahim Diarra. Donc voilà, en tout cas, pour l'école de rugby, c'est là où ça a commencé. Si je me gourre pas, c'est grâce ou à cause de ton frangin que tu as suivi que tu t'es lancé dans la grande aventure rugby. Comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a dit de venir ou c'est toi qui voulais le suivre? Non, c'est au début, à la journée des associations de Morsan-sur-Orge, moi, je voulais faire du judo. Et je crois il y avait trop d'inscrits sur la liste et ils m'ont dit de repasser sur le début de saison entre guillemets parce qu'il y a toujours des désistements, des manques de licence et tout. Et mon frère m'a dit écoute rejoins-moi faire du rugby à Viry-Châtillon et tu vois c'est là où ça a commencé. Le rugby ça a été mon premier sport et jusqu'à aujourd'hui ça l'est encore. Je crois que tu as aussi une sœur jumelle, Ouais. ce qui est une vraie, enfin pas une incongruité, mais un truc assez spécial quand même, c'est que tu as aussi un lien euh, très privilégié avec une autre personne. Et comment elle a vécu quand tu t'es lancé dans le rugby? Parce que j'imagine que vous avez des liens très, très fusionnels, vous êtes jumeaux, quoi. Ouais, alors ma sœur, comment elle a vécu ça, je lui ai jamais vraiment trop posé la question. Mais voilà, elle me suit depuis toujours dans mon rugby, entre guillemets. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, elle voit ce que je fais et elle vient aux nouvelles assez souvent. Et puis voilà, mais c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de voir et de connaître depuis tout petit, depuis Viry-Châtillon, Massy, le pôle formation à Brétigny-sur-Orge que j'ai fait, le centre de formation de Clermont, jusqu'à l'équipe première de Clermont et Elle ferme pas maintenant. voilà, elle ferme pas les yeux quand tu rentres en mêlée, quoi. Non, 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 Ça y est, elle est habituée. plus maintenant, plus maintenant. Ouais, Parce que pour la petite histoire, je raconte souvent des anecdotes personnelles, un peu comme si j'étais un grand joueur comme vous, alors que j'étais un joueur comme vous. Mais ma maman, elle fermait les yeux sur les entrées en mêlée. Elle avait trop peur, elle voulait pas regarder. ah ouais, parce que déjà, bon, les entrées en mêlée avant, c'est pas celles d'aujourd'hui. Hein, donc, quand je revois ce qui se passait avant, ça fait flipper quand même. Ah oui, bah, je sais pas, quelque chose me dit que tu t'en sortirais quand même pas trop mal, mais c'est vrai que tu durerais peut-être un peu moins, quoi. On l'a dit, Viry-Châtillon, c'est le club de tes débuts, mais tu commences pas pilier, parce que là, on a parlé de la première ligne. Euh, Tu évolues à d'autres postes, jusqu'à trouver le tien, hein, celui de pilier gauche. Qu'est-ce qui te plaît dans le rugby? Moi, ce qui m'a vraiment, l'aspect que j'ai vraiment accroché au rugby, en fait, c'est le côté offensif, directement. Donc, le côté offensif, et d'autant plus que bah, quand tu commences de l'école de rugby jusqu'à les minimes, on va dire, le jeu c'est vraiment du jeu déstructuré. Hein. Donc, Ouais. et voilà, c'était vraiment ce côté de prendre la balle et avancer. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, vraiment ce qui m'a plu dans ce rugby-là. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir la première année. Ça, c'est quelque chose qui me marquera toujours, mais j'ai pris beaucoup de plaisir la première année en jouant à Massy.
en Benjamin, parce que moi j'arrive de Viry-Châtillon, c'est-à-dire Poussin, et l'année d'après je passe en Benjamin, et en arrivant à Massy, ça a été vraiment la compétition dès le jeune âge en fait. C'est-à-dire que Massy faisait beaucoup de tournois, on voyageait partout dans la France et tout, et on avait une très belle génération en fait, et on gagnait pas mal de tournois, tu vois. Donc quand tu gagnes pas mal de tournois et tu joues bien, forcément tu t'y plais quoi. Donc voilà, j'ai pris pas mal de plaisir. Massy, tu vas y passer une paire d'années finalement, puisque tu vas, comme tu l'as dit, arriver en Benjamin. Pour ceux qui l'ignorent, les rares cinglés qui nous écoutent et qui connaîtraient pas Massy, c'est l'un des plus gros pôles de formation en Île-de-France. C'est une équipe qui brasse beaucoup de joueurs, mais qui surtout en sort beaucoup. Quand tu arrives à Massy, c'est parce que tu as un objectif ou c'est juste parce que tu aimes cette idée de franchir une étape, un palier et de gagner des matchs? Bah, quand je pars du Richard-Lison, c'est-à-dire en Poussin, un objectif, je le dirais pas comme ça, mais après, tu as la chance de rejoindre Massy, bon club qui évoluait en Pro D2, mais surtout, c'était la meilleure équipe d'Île-de-France. C'était simplement la meilleure équipe d'Île-de-France. Tu savais qu'aller à Massy, c'était des gros tournois, il raflait tout le monde. Donc voilà, et après, non, je dirais pas un objectif avec un projet Et à 10 ans, tu pensais pas passer pro, quoi. Non, voilà, très clairement non. Mais par contre, ouais, juste partir à Massy parce que je sais que c'est l'équipe qui rafle un peu tout le monde. C'est quoi le déclic quand tu es à Massy où tu te dis, ah, il se passe peut-être un truc? Parce que souvent, c'est des classes d'âge, hein, c'est quand Ouais, tu passes de cadet à junior, entre guillemets. C'est là où tu te dis, ah, il y a peut-être moyen d'en faire mon métier. bah, la transition, elle se fait, je pense, sur l'année Goderman, minime Goderman, quand tu commences à passer les tests d'entrée pour l'espoir. Donc, Hmm. la première année, j'ai pas été pris à la Canale, donc ça a été quand même une déception. Après, ça arrive vite parce que tu sais, t'as les sélections équipe de France, moins de 16 ans, t'as les premiers rassemblements. Donc là, tu commences à te mettre des objectifs et moi, ça commençait à être le cas. J'ai vraiment voulu faire partie un peu de ces équipes de France jeunes. Donc tu commences un peu à tout à mettre beaucoup de choses en œuvre pour y arriver, tu vois. Tu vas y passer tes jeunes années, mais alors que normalement, le parcours classique, ce serait euh, Rachel, Espoir et peut-être taper à la porte de l'équipe première. Ouais. Il y a un homme qui va te faire confiance, qui va te repérer, qui s'appelle Xavier Sadourny. Ouais, donc ouais, Xavier Sadorni, qui est maintenant entraîneur à Castres, mais qui était l'entraîneur qui faisait la passerelle avec le centre de formation et l'équipe première. C'était un peu un pari parce que traditionnellement à Massy, les joueurs restent en espoir pour jouer en première et c'est à ce moment-là que les joueurs décident de partir parce que ils ont goûté au niveau professionnel à Massy, que ce soit en Fédéral 1 à l'époque ou en Pro D2. Et moi, ça a été un peu un pari avec mon pote Kevin Noah. On est assez proches. On a fait le choix de partir très tôt. Entre guillemets, à Massy, c'est des choix qui a été perçu super tôt. Et ouais, quand j'ai reçu le coup de fil de Xavier Sadorni, ça a été une très belle opportunité. À ce moment-là, t'es tout jeune, hein, on va dire J'ai un ado, mais pas loin quand même. 18 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et avec le recul, qu'est-ce que tu crois qu'il a vu en toi? Parce que pour faire le pari de faire venir un pilier de 18 ans à peine, qui a finalement pas de temps de jeu en espoir encore, c'est qu'il a vu quelque chose de spécial. Je pense que Ouais, c'est après, j'en ai jamais trop parlé avec lui, mais cette année-là, c'est un peu une année à double sens parce que sur le début de saison Crabo, je jouais pas beaucoup. Enfin, j'étais en concurrence avec un pilier, un fameux pilier qui est un très bon pote à moi, qui est Andy Bordelais, qui est un ok, avenir au ouais, basket. mais qui a une belle carrière aussi quand même. Ouais, tu vois, donc, et Andy, c'était, qui a un an de plus que moi, donc un an de plus que moi. Donc moi, j'arrive dans la catégorie, lui, il est en espoir, il est en Crabos deuxième année, moi première année. Donc, normalement, c'est la place au plus vieux, surtout à un poste comme le mien. Oui. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait de très bons interpools, en fait. Donc, je pense que là, j'ai pu bien m'illustrer et mon profil
a su correspondre au centre de formation de Clermont. À Clermont, à cette époque-là, c'est la folie, hein, parce que toi, tu arrives dans un groupe qui est vice-champion de France. Ouais. Des joueurs comme Morgan Parra, Rabat Slimani, Vahamaina, Ledlo, Moala, Cancorier, Lapendry, Pesseli, Yato, j'en oublie des dizaines. À ce moment-là, quand tu débarques à... Ouais, ils font champion de France Espoir aussi. Et en plus, dans ta catégorie d'âge, bon, Champion de ils font champion de France Espoir. pas mal. Donc, Ouais, une costaud. tu arrives dans quel état d'esprit? Tu te dis, ok, ça va être compliqué, je vais gagner ma place. Ou tu te dis, bon, ils sont venus me chercher, je pense que j'ai quelque chose à gratter, j'ai du temps de jeu à gagner. Bah forcément, bah, on arrive pour donner le meilleur de soi-même. Après, j'arrive quand même dans le projet qui était construit. Je savais que j'allais parfois faire la pré-saison avec les espoirs. Donc j'arrivais un peu avec de l'avance sur les joueurs de ma génération qui est les 2001 parce que j'ai fait ma deuxième année Crabos avec Clermont. Donc j'avais pas beaucoup plus de pression que ça sur ma catégorie d'âge. Après, c'est juste qu'il fallait bien progresser et confirmer dans ma catégorie d'âge. Après, c'est vrai que sur l'année d'après, en espoir, oui, fallait gagner sa place et tout, et cette envie directement d'aller le plus rapidement chez les pros. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait se chercher à Clermont, quoi. Ce premier match en pro, il va arriver finalement assez rapidement, puisque Ouais. je suis toujours sidéré par les chiffres que je donne, mais t'as même pas 20 piges que tu es convoqué pour la première fois dans le groupe pro. Ouais, je crois que c'est le soir de mes 20 ans. Ouais, c'est un joli cadeau parce que nous sommes le 6 septembre 2020 et tu vas jouer ton premier match professionnel face au Stade Toulousain. Voilà, juste ça. Tu te rappelles comment on te l'annonce, ta Ouais, présence en groupe? ouais, comme si c'était hier. Ouais, comme si c'était hier. C'était fou parce que bah, moi, je m'entraînais avec les pros, donc franchement, dans les conditions où on s'entraînait au CEP et tout, c'était vraiment un régal. Donc moi, je finissais mes journées, j'étais vraiment content de côtoyer des pros au quotidien. Et là, je reçois un message de Franck Azema en me disant, bon bah Daniel, tu vas pas faire le shit work entre guillemets, c'est-à-dire Ouais, le sale boulot. le sale boulot pour les joueurs qui pour le moment sont pas concernés. Tu vas venir à la mise en place. Et moi, à l'époque, je louais l'appartement de Johan Berregaray. Il y avait Johan Berregaray et Arthur Ituré qui étaient en train de faire des travaux dans mon appartement, du coup. Et Arthur me dit, bah, ouais, bah, peut-être que tu vas jouer. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, peut-être en dernière solution, j'ai joué. Ils vont peut-être rafistoler tout ça. Et en effet, le matin, je suis arrivé. Franck, il m'a pris dans la petite salle. Il m'a dit, bon, bah, Bibi, je te mets sur la feuille. Et on s'est concerté avec Didier Bess et surtout Bernard Bouta. Et il m'a dit, bon, on s'est concerté, on va te mettre sur la feuille. Ça fait quoi de se dire que le premier test grandeur nature, ton premier galop avec les grands, tu vas le faire face à Charlie Fomuna, qui est juste un des meilleurs piliers du monde, All Black, champion du monde. T'y penses à ça avant le match? Ouais, j'y pensais et je crois que c'était Judy Concoré qui m'a dit que fallait profiter parce que la journée elle allait passer rapidement. Elle allait passer rapidement et au final j'ai eu quand même une pointure. Enfin j'ai eu Dorian Aldeguerri en face, donc c'est Oui. aussi pas un cadeau quoi. Ouais. D'autant que le match, c'était un match en prime time, 21h. Ouais. Ça change des choses dans la préparation, ce que tu pouvais pas savoir encore à l'époque, puisque c'est ton premier match, mais la journée est longue, quoi. Ouais, bah, la journée à l'hôtel. Après, je me souviens, j'avais pas trop dormi la veille. Je m'étais levé à 8 heures pour un rendez-vous à 15 heures, 16 heures, je crois. Donc, toute la journée, j'étais resté éveillé. Et en effet, ouais, c'était super long. C'était super long, quoi. Ce premier match, il est un peu cruel, parce que tu vas prendre un jaune après 5 minutes. Tu te souviens de ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, putain, la boulette, ou... Parce qu'en fait, si je me Ah, rappelle bien, c'est pas vraiment ta faute, quoi. ouais, j'avais payé un peu pour les autres, mais Voilà, j'avais rien compris. Donc voilà, ouais, je me souviens de ce jeu. Mais j'étais parti pour jouer. Normalement, je pense que je devais jouer 20-25 minutes. Et au final, j'ai joué quoi? Peut-être 10-12 minutes, un truc comme ça. c'est ça. Parce qu'en fait, tu étais parti pour jouer 25, tu prends jaune, et Georges Iberia rentre à 2 minutes de la fin, parce que
Parce qu'ils ont peur que tu en prennes un deuxième ou que ça se passe Ouais, ouais, en plus, je crois que c'était sur des mêlées à répétition, un truc comme ça. Donc, pas. Ouais. ils ont préféré me sortir. Mais à ce moment-là, tu t'es dit, putain, le haut niveau, c'est dur. Euh, c'était pas tout de suite. Pas tout de suite parce que là, c'était le premier match et tout. Donc, Excitation. c'était quand même court. Mais là où je me suis dit que le haut niveau, c'était dur, bah, c'est venu plus tard. Plus tard, bon, après des saisons qui arrivaient, donc je prenais plus en âge, donc les attentes étaient différentes. Mais voilà, là, sur la première journée que j'ai joué en pro, non, je me suis pas tout de suite dit ça, quoi. Il y a aussi un truc que tu vas découvrir ce soir-là, même si en espoir, ça peut arriver d'y jouer, mais c'est que tu découvres l'ambiance de Michelin pour un match du top 14. Ça fait quoi de jouer devant un public de passionnés comme ça? Ouais, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que bah moi, quand c'était en Crabos, on avait les places. Donc, vu qu'on était bah, joueur du club, on avait des places. Donc, moi, j'allais voir l'équipe première en tant que supporter. Et bah, d'une année à l'autre, te voir passer bah, de l'autre côté et sur le terrain, ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on parle de la passion des supporters, leur amour du club. La passion, c'est aussi quelque chose qu'on a évoqué quand on a préparé cette émission, on a un peu parlé. Et tu m'as dit, c'est quelque chose qui saute pas aux yeux, mais moi, j'aime le rugby, mais vraiment de manière passionnelle. Euh, Tu regardes beaucoup de matchs? Je regarde beaucoup de matchs. Ouais, ça m'arrive maintenant quand je peux. Mais c'est surtout que bah, je me renseignais pas mal sur bah, vu que je suivais quand même les équipes de France Jeunes, donc je regardais beaucoup les joueurs de chaque génération, je scrutais un peu, et puis voilà. D'ailleurs, quand tu regardes un match, il y a plein de façons de regarder un match, mais quand tu regardes un match, est-ce que tu t'intéresses davantage à ce que font tes potentiels adversaires, concurrents? Est-ce que tu vas regarder spécifiquement le travail des premières lignes? Ou non, tu arrives à te détacher de ça et à juste kiffer le match pour ce qu'il est, et avec du rythme, du volume? Bah, enfin, quand tu es devant ta télé, tu vis un peu le match. Après, maintenant que bah, je suis jeune joueur rugby, un jeune joueur professionnel, ouais, quand j'ai l'occasion de voir ce que vont faire mes futurs adversaires, leurs caractéristiques, donc forcément tu regardes comment ils jouent et même collectivement comment l'équipe adverse évolue. La tactique, tout ça, c'est quelque chose que tu aimes? La tactique, bah, au début c'était pas forcément le cas. Je pense que tu veux parler sur la mêlée. Non, je pense vraiment d'un point de vue global, tu vois, genre les formes de jeu, est-ce que les sorties de camp, est-ce que le système défensif, c'est des trucs qui te plaisent ou globalement moins que le combat, la technique en mêlée, parce que clairement, quand on réfléchit au poste de pilier, on n'imagine pas la complexité du poste et tout ce qu'on vous demande. Tu vois, c'est pas juste pousser en mêlée, vous vous relevez, vous attendez la mêlée d'après. Il y a beaucoup de composantes, notamment la stratégie. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'impliques, où tu essaies de... Est-ce que ça te plaît, quoi? Oui, bah après la stratégie, bah forcément, bah déjà moi quand je la regarde, bah tu te rends compte que différentes équipes, surtout au niveau, moi c'est au niveau international qui me marque, car chaque équipe a un peu son style, pardon. Et après en tant que joueur, quand tu la vis, ouais bah j'en prends note, mais après c'est pas, je vais pas que m'attarder sur ça, quoi. Ouais, bon, ouais, et puis ta décharge, t'es pas de mine mêlée ou de mine ouverture. C'est-à-dire que Voilà. la priorité, c'est pas ça, quoi. Pied gauche. Ouais. Alors moi, je suis hyper fort sur les sorties de camp, oui, mais on s'en fout, hein. C'est Ouais, pas, ouais, c'est ça. pas du tout ce qu'on te demande, Daniel. D'ailleurs, ça m'a toujours fasciné, parce que les premières lignes, je vais dire on parce que j'ai joué à ce poste-là toute ma vie, on a le sentiment qu'on appartient à un monde à part. Tu sais, un peu comme les gardiens dans le foot, tu vois, où j'ai l'impression qu'il n'y a que les premières lignes qui peuvent se comprendre vraiment. Est-ce que tu ressens la même chose? Ouais, bah déjà on fait, c'est pas le même boulot, tu vois, même dans la semaine quand les avants ils doivent se taper des mêlées, défense de ballon porté, moi ça me marque parce que bon, en général c'est le mardi, donc quand on fait des défenses de ballon porté et quand tu vois les trois quarts qui font des skills, qui répètent un peu
leur gamme, c'est vraiment c'est un métier à part. Bah, souvent on dit, toi tu fais du rugby et eux ils jouent au rugby. Bah, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, bah, ça c'est sûr, ouais. Bah, en tout cas, tu le ressens. Oh, mais moi ça m'a toujours rendu fou, tu sais, genre tu fais 25 lancements, des touches, des mêlées, tout ça, et tu te relèves et eux ils font des dauphins dauphines ou ils font des sautés à la touche, tu sais, tu dis mais putain, mais sans déconner quoi. Mais bon, c'est comme ça, on avait qu'à courir plus vite, hein. Ça aurait été C'est plus ça. facile. Moi, j'ai joué centre, mais bon, Ouais, je sais, ouais. j'ai pris du poids et bah, en parlant de Massy tout à l'heure, t'as Pierre Chila que je passe un coucou. On était dans les toilettes, il est venu me voir en me disant pilier, ça te dirait de jouer pilier en pleine année Godardman. Donc la transition, elle était rapide en une semaine. Je pense que tu avais peut-être aussi le psyché, le truc de te dire ok, le combat, ça me plaît. Donc, ça, de toute Bah, façon, je peux pas être pilier. oui, bah après ça, c'est venu quand même plus tard, mais le déclic que j'ai eu, c'est que je me suis dit, si je veux faire quelque chose ou aller le plus loin possible dans le rugby, à ce moment-là, je me suis dit, il fallait que je fasse pilier. On va revenir à cette première saison professionnelle, puisque je me suis un peu éloigné, j'ai digressé. Cette première saison, bah, la concurrence à Clermont, c'est Étienne Falgou, Loni Willa, Georgie Beria. Mais tu vas quand même faire 19 matchs à 20 ans à peine. Ouais. Ça te pousse à grandir plus vite, d'être pilier de 20 ans dans un club comme Clermont. Ouais, après, bon, en général, ce que j'avais remarqué sous l'ère de Franck, et je sais pas si c'est David Sadoni qui avait un peu mis ça en place, mais à chaque poste, j'avais remarqué que le quatrième, c'était un joueur espoir. Et la sensation que j'ai eue en grandissant plus vite, entre guillemets, c'est quand Étienne Falgou s'était blessé, il me semble, et Franck, il a fait le choix de ne pas recruter de joker. Et là, je me suis dit, bah, on sera, franchement, là, allez, moi, j'ai une carte à jouer et on sera tous concernés. Et c'est forcément un signal envoyé. Tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui s'attardait sur les détails. C'est plus qu'un détail parce que c'est vrai que ne pas recruter au poste de pilier gauche, qui est un poste capital, c'est forcément un bon signal. Cette première saison, tu vas même disputer un quart de finale de Champions Cup. J'ai l'impression que ça va très vite en fait pour toi. Et est-ce que tu réalises ce que tu es en train de vivre au moment où tu le vis? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Parce que dans cette saison-là, j'avais connu un creux, c'est-à-dire entre octobre et début janvier, j'avais connu un creux. J'avais pas beaucoup joué et c'est vrai que à partir de janvier, j'ai commencé à beaucoup jouer. Et non, ça s'était vraiment accéléré. Il y avait le huitième en Angleterre, le quart à domicile. Donc c'est vrai que et le barrage aussi, le barrage qu'on joue à Bordeaux. Donc non, c'est juste un peu après que je me suis rendu compte, quoi. Et après, j'ai vite enchaîné avec le tournoi à destination des moins de 20 ans. Cette saison-là, elle te lance, mais c'est aussi, sans faire offense aux joueurs qui vont rester, presque une fin de cycle à Clermont, parce que les années suivantes vont malheureusement pas te permettre de connaître de phase finale, en tout cas pas en championnat, mais on va y revenir. Juste avant, c'est quoi d'être un jeune homme de 20 ans dans une nouvelle ville, même si ça fait quelques années que tu es à Clermont, mais surtout une nouvelle vie. C'est-à-dire que d'un coup, quand tu sors acheter le pain, on te reconnaît, quoi, tu vois, c'est Clermont. Euh, Ouais, ouais. Donc non, mais en tout cas pour moi, ça a été bah, une adolescence, je vais dire, assez normale en tant que joueur espoir d'abord, parce que je suis toujours sous statut de contre-espoir et vu comme le jeune qui fait ses feuilles, entre guillemets. Donc pour moi, ça n'a pas changé, ça a pas changé grand-chose, quoi. Tu vois? Ça n'a pas changé ouais, grand-chose. t'es pas devenu Morgan Parra du jour au lendemain, quoi. Ah non, 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 pas moi, pas moi. Baptiste peut-être, mais pas moi. Tu m'as dit en préparant un peu ce rendez-vous que tu te sentais auvergnat aujourd'hui. Euh, parce Ouais, que Auvergnat, oui, parce que enfin, quand je dis ça, c'est surtout que j'ai passé 6 ans, j'ai passé 6 ans à Clermont. C'est une région, une très belle ville et une belle région, et j'ai beaucoup d'attaches
pour cette ville-là parce que j'ai tous mes amis, j'ai mes amis du lycée, du rugby aussi. Donc voilà quoi. Tu vas t'imposer dans la rotation d'un club mythique. Ça, c'est quand même quelque chose, parce qu'il y a le poids de l'histoire à Clermont. Mais tu dois désormais composer avec une nouvelle image, celle que tu te forges en étant bon, mais remplaçant, le fameux finisseur, l'impact player. Cette image-là, elle est forcément positive parce que ça veut dire que on te fait confiance pour finir les matchs. Mais c'est pas un peu pénible aussi de devoir finalement renoncer à l'idée d'être titulaire, quoi. Parce que sur les 40 premières feuilles de match, tu dois être titulaire 4 fois avec Clermont. Est-ce que ça te fait chier ou pas du tout? Au début, non, parce que je me suis cantonné à ce rôle-là, qui me convenait aussi. Je pense que j'ai pris plaisir et je me suis habitué à ce rôle-là et ça me convenait à ce moment-là parce qu'aussi il y avait un travail physique à faire pour débuter les matchs au niveau de la mêlée fermée, un gros travail à faire et c'est pas la même chose de faire 60 minutes à fond en débutant le match en étant jeune pilier gauche. Donc voilà, non, mais je dirais plutôt que ça m'a pas saoulé au début, mais je me suis cantonné à ce rôle-là qui me convenait, tout simplement. Parce que tu apprenais le métier quelque part. Ouais, ouais, Tu vas connaître aussi quelque chose d'assez particulier à Clermont, les changements de staff. ouais, Le ça c'est staff vrai. va changer une première fois, parce que ton premier entraîneur est celui qui t'a fait venir, à savoir Franck Azema et Xavier Salourny, s'en vont. Ils sont remplacés par une nouvelle équipe technique. Cette deuxième saison à la SM va plutôt bien se Ouais, passer. Xavier est resté la deuxième saison. Ah oui, Xavier est pardon, resté. tu as raison. Il s'en va avant le départ de Jono Gibbs. C'est ça. Excuse-moi. Ouais. Ça restera dans le. À chaque fois que je me trompe, je laisse quand même dans le podcast parce que c'est le concept de Rugby Brut. Reste que cette deuxième saison à la SM, avec un nouveau staff et Xavier Salourny se passe plutôt bien, tel point que tu es convoqué avec les Bleus de Galtier à Marcoussis pour préparer un match de 6 nations. Là encore, on a le sentiment, tu as 21 ans, ça va très très vite, quoi. Ouais, c'est allé là quand même sur cette annonce, bon, ça allait super vite parce que mon nouveau staff, Johnny Gibbs, un coach que je connais pas beaucoup, même s'il y a toujours Xavier, les prépas sont toujours là. Par contre, il y a une arrivée, l'arrivée de David Zirakashvili. Donc moi, j'avais fait mes premières mêlées 3-3 contre lui la première année Ah bon. avant de jouer avec les pros. Et il arrive de La Rochelle et il m'a fait comprendre que pour lui, les 19 feuilles de match que j'avais fait, c'était bien, mais fallait pas que je me base sur ça. Et avec moi, tu vas mériter ta place. Tu vas devoir travailler. C'est ce qu'il m'avait dit mot pour mot. Et d'ailleurs, j'avais fait ma première titularisation contre Pau au Michelin. Et après, pendant 3 mois, j'avais plus joué. Je jouais en espoir et je m'entraînais beaucoup avec des prépas physiques. Pourquoi, enfin, tu te sens à ce moment-là écarté du groupe pour de bonnes raisons, parce qu'ils attendent des choses de toi, ou tu comprends pas trop à ce moment-là? J'ai pas tout de suite compris, mais après j'ai vite compris que et moi mon ressenti personnel, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis développé physiquement, j'ai pu bien travailler et je me suis vite rendu compte que ça m'avait rendu service. Et après c'est vrai que normalement c'était programmé sur un match de poule en Coupe d'Europe contre Sale. Le match annulé, je sais pas pour quelle raison le match annulé, donc je me suis dit putain ça sera pas pour moi. Et après, j'ai enchaîné 3 titularisations. Sale à la maison, Racing à l'extérieur et Toulouse. Donc, ouais, je me suis dit, c'est super pour un début d'année, j'enchaîne pas mal. Et puis voilà, le 10 janvier, je vois que je suis dans la liste des 42 pour préparer le 6 nations. Comment ça se passe? On te l'annonce, tu le découvres par hasard, il y a des potes à toi qui t'appellent? Je l'annonce, comment je le découvre, c'est Zirakashvili, enfin Dato plutôt, qui me prend après l'entraînement du mardi, avant de manger, en me disant que voilà, sois pas surpris, tu seras sur la liste. Et puis voilà, fallait continuer à travailler tout simplement. Et après, en rentrant dans le vestiaire, Karim Ghezal m'a passé un coup de fil. J'imagine que ça doit être un moment très particulier de recevoir un coup de téléphone de l'entraîneur des avants du 15 de France. Ouais, j'y croyais pas trop au début parce que T'as cru que c'était une blague? franchement, je me suis dit au début, c'était peut-être une blague.
Mais non, c'était vraiment, vu la voix, je me suis dit, ouais, c'est du sérieux. Et après, Dato me l'avait dit, donc voilà. Sinon, t'aurais pu dire, ah, ça va, arrête de déconner, tu Ouais, raccroches au nez de Karim. ouais, heureusement, j'ai pas dit ça. Marcoussis, c'est aussi un retour, puisque tu avais connu Marcoussis avec les moins de 20. Mais là, chez les grands, chez l'équipe Fagnon, avec Fabien Galtier, euh, tu vas malheureusement devoir déclarer forfait pour cause de Covid. On est en pleine période de crise sanitaire. C'est pour ça d'ailleurs que le match avait été annulé, et le match nul 0-0 contre Sale, parce qu'il y avait eu des contrôles Covid C'est ça, positifs. ouais, exactement. Comment, déjà, est-ce que ce rendez-vous t'a servi? Est-ce que ça t'a conforté dans l'idée que tu pouvais être dans les radars de Fabien Galtier? Et première question. Et la deuxième, c'est comment tu as vécu le fait de finalement pas être dans le groupe, mais surtout de pas y être à cause du Covid? Ça devait Bah, être ça a été, dur. bon, bah, déjà, là où ça m'a conforté, et plutôt rassuré, c'est, bon, je découvre un environnement équipe de France, qui est juste top pour une première expérience, mais là où ça m'a conforté, c'est sur les premières oppositions. Donc on peut quand même se mesurer à des, entre guillemets, moi j'avais 20 ans, donc c'est le cas de le dire, à de ce qui se fait de mieux en France et vraiment à de grands joueurs. Donc voilà, je me suis dit, À ce moment-là, l'équipe de France, c'est Jean-Baptiste Gros et Cyril Bay à gauche, et à droite, c'est Dodo Aldeguerri, Winnie Antonio, Demba Bamba, c'est Mohamed ça. Awas, et Dani Priso va être rappelé suite à ton forfait, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, donc voilà, se confronter sur les oppositions, c'est quelque chose. Toi, tu peux te faire une première impression et pouvoir se mesurer à ça, ça a été une très belle expérience. Et après, pour rebondir sur ta deuxième question, moi j'ai vécu un peu les relâchés, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe WhatsApp et enfin je savais, on m'avait dit que, je crois Demba m'avait dit que s'il y a ton nom qui apparaît, C'est pas tu bon. ouais, enfin il m'avait dit, lui qui est un habitué des listes, que en général je pense que tu seras relâché. Donc j'avais vu mon nom, entretien avec le sélectionneur qui t'explique le roulement, parce que moi c'était mes 3 premiers jours. Donc voilà, et en rentrant à Clermont, je vois que je me sentais pas trop bien et j'avais le Covid. Donc j'informe mon mon docteur qui est Rémi Golemin. Et puis voilà, j'avais eu une discussion avec Xavier Sadorli qui me demandait si je pensais que j'allais y repartir. Donc moi je savais pas trop, et c'est vrai que le dimanche en étant sur mon canapé, je vois le mail qui me convoquait pour préparer l'Irlande. Mais sauf que moi j'avais le Covid et je pensais, ça faisait déjà une semaine, donc je pensais que ça allait passer, mais non, le Covid a duré bien plus longtemps que prévu, car le jeudi j'étais plus malade. Mais eux, le jeudi, ils finissent un peu leur semaine déjà. Ouais, voilà. Et puis, tu aurais eu 50 sélections en équipe de France, peut-être qu'on aurait pu t'octroyer un petit passe-droit en disant, bon, il est indisponible jusqu'à jeudi, mais c'est pas bien grave. Bon, là, ça semblait compliqué. Reste que cette expérience en bleu, elle t'a aussi conforté sur le fait que tu étais dans les radars du 15 de France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde finalement, hein. Il y a une petite soixantaine de joueurs qui font partie des présélections. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu penses que le staff a un œil sur toi? Aujourd'hui, je pense qu'ils surveillent pas mal de joueurs, notamment dans la profondeur des piliers gauche en France. Donc voilà, je pense qu'il y en a pas 50 quand même, mais après, je dirais pas que c'est pas ma priorité, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étapes à faire, d'abord en club, parce que c'est ce qui reste la priorité, notamment moi qui viens de changer de club. Donc voilà, en tout cas, enfin, j'y pense parce que voilà, j'ai 23 ans et j'ai déjà été appelé, mais il y a des étapes à faire avant quand même avant ça. On va revenir évidemment. D'autant plus que moi, j'avais commencé à être supervisé pour la tournée en Australie. Oui. Donc voilà, je l'avais un peu dans ma tête, quoi. Et puis là, la prochaine tournée d'été, je dis ça comme ça, je jette ça en l'air. C'est pas mal. C'est pas mal. La prochaine, Ouais, ouais, elle est sympa. Si tu arrives à être dans la liste pour la prochaine, bon, ça va, quoi. ouais, ça serait très chouette et formidable, mais voilà, il y a une grosse fin de saison à faire Voilà. et avoir l'opportunité de débuter des matchs et continuer à progresser, ça va passer par là.
Bon, en tout cas, si William Servat et Laurent Sampéré écoutent ce podcast, t'es disponible, quoi, au cas où, si jamais, voilà. Cette saison, on va revenir en arrière, j'arrête pas de faire des allers-retours, c'est pénible, mais cette saison 2021-2022, on est là. L'ASM va terminer septième. La saison suivante, en revanche, 2022-2023, va être un peu moins sympathique d'un point de vue sportif parce que Clermont va vivre une saison étrange. On sent que tout est difficile. Vous prenez aucune branlée, mais vous perdez un nombre de matchs incalculable de 3 points, 5 points, 4 points, et souvent dans les dernières minutes. Tu sens que il y a quelque chose de une dynamique négative qui s'installe. Comment ça se passe dans un groupe quand on paume des matchs d'un rien comme ça? Ouais, dans un groupe, mais après, moi, c'est beaucoup de gens me demandaient, enfin, beaucoup de gens me demandaient comment ça se passe au sein du groupe et tout. Le groupe a toujours, enfin, quand j'y étais, le groupe a toujours su garder une bonne ambiance. Mais après, c'est vrai que ça a été compliqué, notamment quand, bah, à la suite de cette défaite contre Toulouse, où le staff, le club a fait le choix de d'écarter le staff en place. Donc, ouais, c'était vraiment une saison compliquée, déjà moi personnellement, parce que et c'est là où tout à l'heure je te parlais d'attente, que j'ai réellement compris que quand tu es joueur pro, il y a vraiment des attentes sur toi, et si t'es pas bon, ça sera un autre qui jouera, et on peut éventuellement parler d'une hiérarchie qui s'installe. Et moi, je ressortais de deux saisons plutôt positives, avec une montée qui était quand même favorable, et le voir descendre entre guillemets, voire un peu plafonner, ça m'avait un peu marqué personnellement. On va revenir à cette idée de concurrence parce que c'est un truc qui n'existe pas vraiment dans le monde des humains normaux, en tout cas pas à ce degré-là. Il y a quelque chose qui m'intéresse quand même parce que, bon, ben, tu l'as dit, hein, le staff est écarté après la défaite au Michelin contre Toulouse, 32-13. Puis il y a une deuxième grosse défaite contre Leicester, 44-29, toujours à la Ouais, maison. ouais, ça, je m'en souviens de cette soirée. Jono Gibbs est débarqué. Comment on vit ça? Bah, je te demande pas si tu préfères Azema, Gibbs ou Urios, on s'en fout, hein. Mais est-ce que vraiment le côté électrochoc du changement de staff, tu sais, on entend souvent ça, ça va faire électrochoc, machin. Est-ce que tu le ressens? Et comment ça se matérialise? Est-ce que d'un coup, il y a des gars qui étaient au frigo qui se remettent à bosser ou c'est plus compliqué que ça, c'est moins simple? Bah, comment tu le ressens? Bah, nous, je pense que nous, joueurs, en tout cas, moi, jeune joueur, je l'ai vécu intensément, parce que les premiers responsables, en vrai, et moi, je pense que c'est ça, c'est surtout les joueurs qui sont sur le terrain. Donc voilà, même si le coach a aussi une grande responsabilité, mais c'est quand même nous que on pratique ce jeu. Donc voilà, Tu te moi, en sens tout cas, coupable à ce moment-là? bah, tu te sens responsable quoi qu'il arrive, tu te sens responsable parce que tu es sur le terrain. Donc s'il y a des mauvais résultats, c'est Oui, c'est ça. sûrement lié aux mauvaises performances que les joueurs peuvent avoir. Je te le demandais aussi. Toi, tu te retrouves aussi dans la situation où une porte se rouvre, puisque tu l'as dit, tu étais un peu dans le creux. Il y a un nouveau coach qui arrive. Est-ce que tu te dis, ah, je peux peut-être gagner ma place, je peux peut-être changer, bousculer un peu la hiérarchie, ou c'est tellement Euh, établi que c'est plus ouais, difficile? à l'arrivée de Christophe, Oui, en courte saison. Bah, j'ai eu un premier entretien, donc il m'avait un peu expliqué sa vision, et j'ai vite compris qu'il y a des choses qui allaient changer. Donc bon, c'est une partie de saison où j'ai pas beaucoup plus joué, mais voilà. Après, j'ai vu qu'il s'appuyait quand même sur l'ancienneté, et sur les joueurs comme Étienne Falgou, et il s'était pas mal aussi appuyé sur Gurgui Beria. ouais, parce qu'il y avait besoin aussi peut-être d'un peu d'expérience, de vécu, et que il avait envie de, bah, c'est sans critiquer personne, hein, mais c'est aussi un peu le style Christophe Furios de s'appuyer sur des joueurs un peu plus expérimentés, euh, en tout cas quand ça va mal. Euh, Tu vas connaître un troisième staff en 4 saisons. Ça paraît fou comme un club comme Clermont, qui a souvent été très stable. Ça Ouais, change quoi exactement. un changement? Comment? Comment tu disais? Ça change quoi un changement de staff? Est-ce que ça change l'organisation, le travail, le style de jeu? Bon, ça change. Des deux premières années, ça avait pas beaucoup changé.
car il y avait quand même, entre guillemets, l'ADN clermontois qui était resté, les mêmes prépas, les mêmes kinés, donc ça avait pas mal changé. Après, moi, ce que j'avais vu, c'était quand même à l'arrivée de Christophe, quand il est arrivé à Clermont, il y a des choses qui ont changé, ouais, forcément. Et après, avec du recul, on se dit que sur les 4 années pro que j'ai faites, 3 stages différents, donc il y a eu du mouvement quand même. Tu, tu ressens l'impact d'un coach sur la manière de jouer de l'équipe? Tu le ressens sur le terrain? Ou ça, c'est à ton poste assez peu? Bon, la manière, non, mais après, c'est les styles de management, je pense. Donc, C'est plus sur le management que sur le oui, style de jeu. ouais, voilà, c'est plus sur le management. Donc, j'ai connu quand même Franck qui était quand même un communicant, qui s'exprime en français, qui est plutôt pratique, qu'à l'inverse de Jono Gibbs, qui est un anglophone et qui était plutôt réservé, mais quand il fallait passer des coups de gueule, il était là. Et après Christophe, donc voilà, je pense que pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. Il essaie d'embarquer un maximum des joueurs. Donc ouais, j'ai connu différents styles, on va dire. Est-ce que tu as connu un style qui, pour l'instant, sans donner de nom, hein, mais qui te correspond plus? Ou est-ce que toi, tu t'adaptes à chaque fois? Oui, oui. Après, j'ai connu. Oui, je pense. Après, je suis nostalgique en disant ça, mais la première année avec Franck, c'est l'entraîneur qui t'a lancé, donc Il y aura toujours un truc spécial avec il y Franck. aura toujours un truc spécial, et même quand on a joué contre Perpignan à la fin du match, on s'est vu. Donc voilà, mais après, je dirais que chaque entraîneur avait, et je le pense sincèrement, avait vraiment ramené son positif. Tu m'as dit en préparant cette interview que tu étais attaché aux détails, on l'a déjà dit, et il y en a un qui t'a marqué, c'est un mail de Christophe Furios qui t'avait dit juste un petit mot et qui t'avait reboosté juste avec le fait qu'il comptait sur toi. Oui, après, je pense que moi, de ma personnalité, je suis attaché aux paroles, aux petits détails que mes coachs et entraîneurs peuvent dire. Et c'était une saison de galère parce que lui, à son arrivée, il arrive, il ne connaît pas trop du coup. Je crois qu'on fait que 3 mois. Moi, je suis un peu en difficulté et un peu limite au fond du seau. Et je lis ce mail et je m'accroche juste, je compte sur toi et c'est ce qui va me remotiver pour la saison d'après. La saison d'après, c'est la saison 2023-2024. C'est ça, ma dernière année, fin de contrat. Exactement. Et forcément, arrive le moment où tu dois faire un choix. Tu dois décider si tu attends un signe de l'ASM qui, a priori, ne compte pas sur toi. Et peut-être que tu vas jouer la carte de faire changer d'avis ton staff. Ou l'autre solution, c'est prendre ton destin en main et de voir si des clubs te désirent. Deux clubs vont te faire la cour. Pau, avec Sébastien Piccheroni, que tu as connu chez les moins de 20, et Perpignan, de Franck Azema. Si je résume, tu as 3 choix. Convaincre le staff de l'ASM et tout faire pour rester sans aucune garantie, ou t'engager dans un club qui, à ce moment-là, pas certain de jouer en top 14 la saison suivante. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, putain, je peux faire le mauvais choix? Le mauvais choix, après, moi, je m'attache beaucoup au feeling et au ressenti que je pouvais avoir à ce moment-là. J'en avais parlé avec Vincent Huette et Mike Tadjer qui m'avait dit quand c'est comme ça, il faut que tu ailles dans un endroit où tu te sens désiré et que tu sens vraiment qu'on a envie de toi. Et moi, j'avais fait un entretien avec Sébastien Piccheroni, qui est un manager que je connais depuis assez longtemps, et c'est ce que j'avais réellement apprécié, son envie de travailler avec moi, de rentrer dans son projet. Donc moi, je me suis beaucoup attaché à ça. Et à ce moment-là de la saison, j'avais pas beaucoup de signes de Clermont parce que je pense que c'est quelque chose qui se comprend. Moi, j'ai passé 6 ans à Clermont, je suis formé là-bas, donc dire que j'ai pas d'attache avec ce club, ça serait mentir. Mais voilà, c'était un moment charnière. J'arrivais en fin de contrat et les opportunités ne se présentent pas 2 fois, entre guillemets. Donc voilà, j'avais pas ce luxe-là, entre guillemets, de faire trop attendre les choses.
Tu l'as dit, hein, il y a la peur de voir le train passer, parce que dans ce monde du rugby professionnel, tout va très très vite. Entre la concurrence au sein du club, celle des autres joueurs français qui sont comme toi, qui cherchent du boulot, hein, qui sont en fin de Bien sûr. contrat, les stars qui viennent de l'étranger, qui souvent sur des cycles monde, enfin après une Coupe du Monde, vont arriver parce que bah, ils négocient leur plus gros contrat en carrière parfois. Est-ce que tu as l'impression que le grand public a conscience de ce que c'est la concurrence? Bah, le grand public de l'extérieur, non, parce que je pense, bon, bah, déjà, les supporters, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans leur club, mais ils regardent pas forcément ce qui se fait ailleurs. Et puis voilà, donc moi, j'avais 22 ans à l'époque, donc j'avais 22 ans à l'époque, t'es en concurrence avec, comme tu l'as dit, des joueurs français. Il y a peut-être un jeune derrière toi, il compte peut-être plus sur le jeune qui est derrière toi, des joueurs étrangers. Donc tu te retrouves sur le marché, comme on dit, avec pas mal de joueurs. La concurrence, il y a un côté un peu paradoxal, c'est très violent et très logique. C'est-à-dire que assez rapidement, tous les joueurs acceptent plus ou moins leur place dans la hiérarchie. Euh, Comment tu le vis, toi, la concurrence? C'est quelque chose qui te pousse ou ça fait tellement partie de ton quotidien que tu n'y penses même plus? Bah, au début, c'était la concurrence, c'était bah, quand tu te retrouves en sélection, la concurrence, moi bah, Non, je mais tu as voyais été élevé avec ça. En fait, voilà, depuis toujours, depuis voilà, c'est toujours. ça. Depuis le plus jeune âge, on est habitué à ça. Donc tu veux être absolument le premier, mais après t'apprends à vivre à vivre avec ça et t'es aussi compétiteur et puis voilà. Mais après, quand tu dis qu'il y a des joueurs enfin, il y a des joueurs qui acceptent leur position, voilà, si tu prends des postes, bah, t'as des joueurs, ce sont des joueurs de classe internationale, d'autres meilleurs de leur championnat, et peut-être il y aura un jeune derrière. Donc, je pense que c'est des choses qui se comprennent aussi. Ouais, il y a une forme de logique, en fait, un peu implacable, quoi. Comme tu disais, je pense que sur certaines choses, il y a une forme de logique, mais après, c'est des choses qui peuvent se changer au fur et à mesure des matchs. Exactement, ça se gagne, ça se gagne. J'ai travaillé avec un consultant qui a été sélectionneur de l'équipe de France de vélo, qui s'appelle Cyril Guimard, et qui dit souvent le pouvoir, ça ne se demande pas, ça se prend. Tu vas t'engager à Pau, tu vas choisir le projet de Sébastien Piccheroni, un club mythique encore, avec des projets, un entraîneur que tu as connu avec les moins de 20 ans. Et c'est à Pau que tu vas passer deux paliers symboliques pour un pilier. C'est symbolique, mais hyper important. Dépasser les 70 feuilles de match à 22 ans. Déjà, Ouais, ça, ouais. c'est énorme. Et tu as disputé pour la première fois de ta carrière un match de 60 minutes ou plus. C'était face à Montpellier, tu fais 61 minutes lors de la dernière journée du top 14 au moment où on enregistre ce podcast. On est fin mars. Ce sont des étapes importantes pour un jeune pilier. Après les 10 matchs, je ne me suis pas trop attardé sur ça, mais c'était plutôt le week-end dernier quand j'ai vu, j'étais à la 60e encore sur le terrain. Car voilà, moi qui est encore en développement, donc oui, pour moi, ça avait une symbolique, entre guillemets. C'est difficile à comprendre pour certains suiveurs parce que on se rend pas compte du fait que pilier, c'est un poste à maturation lente. Euh, Parce qu'on peut avoir des ailiers de 20 ans titulaires très performants, hein, Louis Bielbiarré en est l'exemple le plus éclatant. Pourquoi est-ce que c'est aussi rare de voir un pilier jeune titulaire? Bah, jeune titulaire, après, il y en a et il y en aura encore, mais je pense à JB Gros notamment, mais Oui. surtout, je pense, bon, le joueur a plus de chances d'être titulaire si déjà physiquement il est prêt avec de très bonnes aptitudes, mais en général, c'est des choses qui viennent avec le temps. Et je dirais aussi avec une maturité, mais en général, on sait que le joueur sera plus performant sur ses 25 ans. Sur Les- l'exercice, sur Ouais, l'exercice spécifique de la mêlée en de la plus. mêlée, par exemple, moi, je l'ai vu avec, parce que on parlait de concurrence tout à l'heure, j'étais longtemps en concurrence clairement avec Gurgi Barrière, parce il a que 2 ans de plus que moi. Mais notamment la saison dernière, j'ai vraiment vu le step, il a passé le step vraiment, quoi. C'est un step que tu espères passer aussi, j'imagine, Ouais, bien sûr. dans les prochains mois. Il y a l'exercice spécifique de la mêlée en plus qui est un juge de paix. Voilà, c'est soit tu es dominant, soit tu es dominé. Il n'y a pas de, tu peux pas être moyen, hein, c'est rare. Euh, Ça te plaît la mêlée? Tu aimes ça? Oui, bah après, maintenant, c'est un secteur que j'ai appris à aimer ça parce que, comme je te l'ai dit,
Oui, tu n'étais pas pilier de formation. Voilà, je suis pas pilier de formation et ça a été difficile. Franchement, au début, ça a été difficile et j'ai extrêmement bien travaillé. J'avais commencé un peu à travailler avec Benoît Deloyer là, à Massy, mais j'ai extrêmement bien travaillé clairement avec Adel Fella au centre de formation. Je faisais pas mal de skis avec lui et notamment j'ai beaucoup pris à Didier Bess aussi, mais notamment aussi avec Girakashvili. Ouais, je pense que de toute façon, c'est au contact de techniciens comme ça qu'on franchit des caps aussi importants. Tu as donc 23 ans, tu es dans ta 24e année, 76 matchs pro, c'est quelque chose de rare. On va comparer avec ce qui se fait de mieux en France, hein. Au même âge, Thierry Bay avait disputé 78 matchs, mais bon, phénomène absolu de précocité. Reda Vardy, 0 match en top 14 au même âge. Enzo Forletta, 0 match. Ben Arous au même âge, c'était 24. Kadouri, qui a ton âge, ou Lino Julien, qui a un tout petit peu Un peu plus jeune quand même. un peu plus jeune que toi, ouais. Ils ont 1 an et 2 ans de moins que toi, qui ont disputé une poignée de matchs. C'est dire à quel point ton profil est rare quand même, Daniel. C'est à souligner. Voilà, cette régularité, en dépit des blessures et des performances parfois en deçà de tes espérances. Je pense que tu es bien plus dur avec toi-même que ce que aucun coach ne sera jamais avec toi. Euh, les points de passage désormais, parce qu'il y a quelque chose qui me fascine aussi, c'est que certains sportifs de haut niveau ont écrit leur carrière à l'avance. Tu sais, ils ont dit, ouais, je vais faire ça, 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 et voilà comment ça va se passer. On va faire un petit exercice de projection. Est-ce que déjà, tu t'es fixé des objectifs et comment tu t'imagines dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Oui, après, on peut faire ce petit exercice avec plaisir. Donc voilà. Comment tu t'imagines dans 2 ans? On va dire, Dans 2 ans, oui, j'aimerais. Et c'était la raison de ma venue à Pau. Et c'est quelque chose que j'ai réellement pris conscience au cours de la saison. C'est vraiment bah, devenir un titulaire au sein d'un effectif professionnel. Et aujourd'hui, je pense que Pau est le meilleur club à l'instant présent pour ça. Donc, à moi de continuer à beaucoup travailler pour espérer y arriver. Donc, voilà, mon objectif dans les 2 ans à venir, c'est, je l'espère, avoir le numéro 1 le plus possible dans le dos. dans 5 ans, Daniel Bibiziou a 28 ans. Tu es dans la force de loge. Qu'est-ce que tu voudrais connaître? Ce que j'aimerais connaître, déjà être un joueur confirmé du championnat. Bon, pour le moment, j'ai la chance d'évoluer en top 14. Donc, j'aimerais être un joueur confirmé du championnat et pourquoi pas espérer avoir une sélection quand même, parce que le temps passe vite. Et là, à 28 ans, j'espère quand même avoir eu cette occasion. Donc, et pourquoi pas gagner un titre, forcément. Tu as désormais 33 ans. Tu es peut-être en fin de carrière. Où est-ce que tu voudrais être et qu'est-ce que tu aurais aimé avoir connu? Avoir connu, à 33 ans, je pense que ta carrière elle est un peu derrière toi. Donc, c'est plutôt avoir le sentiment d'avoir une carrière aboutie qui m'aura plu le plus possible en ayant rempli mes objectifs, des titres, gagner des titres, pourquoi pas des sélections et puis voilà. Bon, c'est des objectifs assez réalisables, quoi, tu vois. Euh, Être champion de France et en équipe de France, je veux dire, c'est pas. Je rigole. Ce serait formidable, évidemment. Pas facile. D'habitude, la dernière question de ce podcast est systématiquement la même. Je demande à tous mes invités s'ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Cette fois, tu as tellement de choses devant toi, bien plus que derrière finalement, que je vais te poser une autre question. Euh, à la fin de ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi? Ça aurait été, je pense, sportivement, ça aurait été un très bon joueur. Ça, voilà, c'est quelque chose de capital parce que moi, quand j'entends comment on parle d'anciens joueurs et bon, des joueurs qui maintenant qui sont, bon, il y en a un qui a fini et d'autres qui sont sur la fin. Moi, comment je les décris, je pense à Morgan Parra, Camille Lopez, qui pour moi ont été de très grands joueurs. Donc, j'aurais aimé en tout cas, j'espère qu'on dira ça de moi, que j'aurais été un bon joueur, mais aussi qu'on retienne aussi la personne vis-à-vis
de mes coéquipiers, de dirigeants, d'intendants, tout ça, de retenir la personne que je suis, quoi. Un grand joueur et un bon mec. C'est tout ce qu'on te souhaite, Daniel, et je te remercie d'avoir participé à ce podcast Rugby Brut. On a passé un tout petit peu moins d'1 heure ensemble. Il y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Mais bon, c'est ça la vie aussi de sportif professionnel. T'as pas que ça à faire, quoi. Tu vois, il va falloir retourner bosser. Et puis, Ouais, merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je te souhaite forcément le meilleur pour la saison avec la section paloise. ça marche. Je te remercie. Au plaisir, tiens. Voilà, c'était Daniel Bibibiziou, le pilier de la section paloise, et j'espère sincèrement le voir décoller pour la Nouvelle-Zélande cet été. Je suis pas sélectionneur, mais il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir que ce garçon a quelque chose de particulier. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vous le dis chaque vendredi, c'est un nouvel épisode et c'est une nouvelle plongée dans la vie d'un joueur professionnel, passé ou présent. Le podcast, ça s'appelle Rugby Brut et c'est proposé par Legendary Plays. Là aussi, je vous invite à aller faire un tour sur la plateforme Legendary Plays pour voir à quoi ça ressemble. Il y a plein d'histoires et plein de médias différents, des podcasts, des vidéos et puis aussi des articles écrits par Rémi Casper qui sont franchement chouettes. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Rugby Brut.